Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un format tout autre que ce que j'ai l'habitude de vous présenter, puisque je suis Covidé, n'est-ce pas petit chat? Alors oui, effectivement, j'ai le Covid, donc je peux pas sortir, donc je me suis dit que je vais en profiter pour sortir un nouveau type de vidéo. Pas sur YouTube évidemment, puisque sur YouTube vous avez l'habitude de ce type de contenu, mais sur ma chaîne à moi par contre, vous n'avez pas forcément l'habitude de me voir en face cam, voilà, comme ça en train de vous présenter des vidéos. Donc c'est la raison pour laquelle sur Insta je vous ai proposé deux sujets différents, et vous avez voté pour le sujet du paranormal. Donc aujourd'hui, 3 histoires paranormales et vraies. Vrai. Parce que, effectivement, des histoires paranormales, il y en a pas mal, mais les histoires vraies, c'est un peu plus compliqué à trouver. Là, en l'occurrence, je vous ai trouvé des histoires vraies. On a des faits, on a des témoignages, des faits réels, donc des preuves. Et évidemment, avec tout ça, il y a une partie qui est réelle, mais il y a une partie paranormale dans le sens où on n'a aucune explication. Et les scientifiques ou les investigateurs non plus. Donc en fait, au bout d'un moment, tu crées un doute, il y a un vide, et ce vide, il peut pas être rempli par une explication scientifique ou raisonnable, forcément on va plus se tourner vers le paranormal. Alors du coup, je vous présente aujourd'hui 3 histoires paranormales. La première, elle est très connue, donc ça ne m'étonnerait pas que vous la connaissiez vous-même. La deuxième se passe en Suisse. Et la troisième, qui selon moi est la plus flippante, puisqu'elle concerne un type de personne bien spécifique. Vous connaissez ce type de personne, mais par contre, on ne sait pas grand-chose d'elle. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir un petit peu en apprendre davantage. Alors c'est parti pour la première histoire, celle d'Elisa Lam. Alors Elisa Lam, c'est une jeune Canadienne hongkongaise née le 30 avril 1991 et qui au moment des faits a 21 ans. Donc ça se passe en 2013, en janvier 2013 précisément. Elisa est une étudiante donc à Vancouver, elle est à l'université, mais au mois de janvier elle décide de prendre quelques jours de vacances entre le 26 et le 31. Et pour ses vacances, elle décide d'aller aux States. Alors évidemment, c'est pas très loin de Vancouver par rapport à nous ici en Suisse par exemple. Donc elle en profite et puis elle va louer une chambre dans un hôtel bien spécifique. Peut-être que vous connaissez cet hôtel en question, c'est l'hôtel Cecil à LA. Et là, je pense que certains ou certaines d'entre vous se disent j'ai déjà entendu cette histoire. Et effectivement, cet hôtel a une sale réputation et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors déjà, Elisa, elle va partir le 26 janvier 2013 de Vancouver et va arriver à LA. Évidemment, comme chaque personne qui aime ses parents, elle va les tenir au courant par message assez régulièrement, pour que ses parents soient rassurés, mais que également en cas d'urgence qu'elle puisse les contacter et que les parents puissent faire le nécessaire. C'est un fait, vous allez voir, assez important, parce qu'au bout d'un moment, Elisa elle ne donne absolument plus de nouvelles d'elle-même à ses parents, et là les parents ils commenceront à flipper. Vous allez comprendre pourquoi. Le 26, je crois que tout se passe bien. Au bout de quelques jours, les parents ils n'ont absolument plus aucune nouvelle, surtout que le 31 janvier 2013, elle est censée rentrer. Donc là ils se disent au moins elle va nous écrire ou bien nous répondre. Mais absolument pas. Donc en fait, c'est là où ça se déclenche. C'est là où les parents commencent à vraiment douter et se dire, ok, il y a peut-être un problème. Et donc, ils décident de contacter la police, puisqu'ils n'ont absolument aucune réponse ni aucune trace d'Elisa. La police va donc sur place, à l'hôtel Cecil, investiguer. Et effectivement, Elisa n'est pas dans sa chambre. Et à la réception, ils n'en savent pas plus non plus. Alors forcément, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? La police va donc investiguer et voir, avec les vidéos de caméra de surveillance, si Elisa est passée par là récemment. Et effectivement, sur l'une des vidéos, on constate qu'Elisa est dans un ascenseur et étonnamment, elle fait des trucs assez bizarres. Elle regarde un petit peu en dehors de l'ascenseur. On voit qu'elle souhaiterait descendre ou monter avec l'ascenseur, mais ça ne fonctionne pas. Donc elle ressort, elle re-rentre, elle ressort dans le couloir, elle revient. Et ces nombreux allers-retours prouvent qu'elle essaye d'échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui, puisqu'on ne voit absolument rien dans les vidéos. Et malheureusement, plus tard, lorsque les policiers vont faire plus de recherches dans l'hôtel en question notamment, ils ne trouveront absolument aucune trace à part celle d'Elisa. Deuxième chose que vous devriez peut-être savoir, parce que c'est assez important, c'est que cet hôtel est considéré comme hanté. Alors pourquoi il est considéré comme hanté? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu de nombreux meurtres dans cet hôtel. Il y a également de nombreux meurtriers qui y ont séjourné, il y a eu des suicides, et notamment un qui m'a marqué. En gros, une personne s'est suicidée en se jetant du toit de l'hôtel, et malheureusement, elle a atterri sur un passant qui était juste devant l'hôtel, et ce passant est également décédé. C'est vraiment assez gore tout ce qui se passe dans cet hôtel, et vraiment, je pourrais consacrer une vidéo entière à ça, mais c'est pas le but. Là, l'objectif, c'est que vous sachiez que cet hôtel est probablement hanté. Du coup, les policiers, ils n'ont aucune trace d'Elisa, ils font leurs recherches, mais malheureusement, ils n'ont rien pendant 2 semaines. Ils décident quand même de publier
la vidéo filmée par la caméra de surveillance dans l'ascenseur de manière à ce que éventuellement quelqu'un puisse se manifester et dire voilà, j'ai croisé Elisa dernièrement, etc. Mais malheureusement, ça ne va mener à rien. Donc finalement, on en arrive au 19 février, donc presque 3 semaines après la disparition d'Elisa. À partir du 19 février, les clients commencent à se plaindre de l'eau de l'hôtel. C'est-à-dire que l'eau n'est pas d'une couleur normale, elle est assez dense et puis le goût est totalement bizarre. Donc forcément, au bout d'un moment, l'hôtel va se poser des questions et va faire appeler une équipe de maintenance pour voir où est le problème. Donc l'équipe de maintenance arrive et la première chose qu'ils vont contrôler, c'est les réservoirs d'eau sur le toit de l'immeuble. Il faut savoir que ces réservoirs d'eau, il est très difficile d'ouvrir et puis de les contrôler en fait quand on est seul. Donc il faut vraiment être plusieurs, il faut vraiment une grande équipe pour pouvoir tout faire comme il faut. Donc l'équipe de maintenance ouvre le réservoir d'eau et il tombe sur quoi? Il tombe sur le corps d'une jeune fille, Elisa, nue, flottant dans l'eau, avec ses effets personnels à côté d'elle, flottant également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, le problème en fait, c'est qu'on n'a aucune explication. Personne ne sait comment Elisa a pu se retrouver là-dedans. Déjà, le réservoir, comme je vous l'ai dit, il est très difficile à ouvrir tout seul. Donc même si elle avait réussi à l'ouvrir toute seule, comment est-ce qu'elle a fait pour le refermer à clé juste après? Malheureusement, il y a beaucoup trop d'interrogations sur cette enquête et malheureusement encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là est le problème, c'est que l'hôtel Cecil est déjà réputé pour tous ses faits dans le passé, pour tous ses antécédents au niveau un peu paranormal. Donc ça a vraiment été la cerise sur le gâteau et les médias se sont emparés de l'affaire et forcément cette affaire est devenue très connue. Malgré une autopsie sur le corps de Elisa, les médecins légistes n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé de traces d'agression physique ou autre. Donc le médecin légiste a annoncé une mort accidentelle et par noyade. Le problème c'est que voilà, le médecin légiste n'a trouvé aucune trace, donc il est arrivé à cette conclusion pas par choix, mais justement parce qu'il n'avait plus le choix. Donc voilà, c'est probablement pas ce qui s'est passé, mais officiellement, c'est ce qu'ils ont déclaré. Et malheureusement, encore aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, ni qui a essayé de poursuivre Elisa dans cet ascenseur, s'il y avait vraiment quelqu'un, et comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver dans ce réservoir d'eau. On en arrive sur cette histoire paranormale qui se déroule en Suisse. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent la forêt de Maule à Fribourg. C'est une forêt qui est très fréquentée par des promeneurs, des familles qui aiment juste pique-niquer avec leurs enfants. C'est vraiment une forêt très fréquentée. Il y a une histoire qui est en lien avec cette forêt qui rôde depuis des dizaines d'années et elle concerne un individu qui s'y promène et que beaucoup de promeneurs ont déjà vu. Et cette personne s'appelle le Loyon. Beaucoup de promeneurs ont déjà croisé ce mystérieux individu qui se promène vêtu d'un masque à gaz, d'un capuchon et également d'une chemise un peu de chimiste. Vous voyez, la blouse de chimiste blanche là, sauf que celle-ci est camouflée armée. Donc cette personne s'amuse juste à se promener toute la journée dans la forêt et on ne sait absolument pas qui c'est, ni quelles sont ses intentions. Le problème, c'est que cette personne fout les boules carrément. Je vais vous mettre une photo, la seule photo qu'on a de lui d'ailleurs, et vous allez voir par vous-même que de dos déjà, le mec il fait flipper. On ne sait pas quelles sont ses intentions, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, mais clairement selon la carrure et selon les témoignages, ça a plus l'air d'être un homme. On ne sait juste pas qui c'est ni ce qu'il veut. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette personne n'a absolument aucune mauvaise intention, parce qu'elle n'a agressé personne, il n'y a jamais eu d'agression verbale ni même physique. Le problème, c'est qu'il fait tellement peur sans avoir à parler, juste en marchant, que beaucoup de promeneurs et de promeneuses n'osent plus fréquenter cette forêt. D'après certains, cette personne serait une femme qui sort d'un asile psychiatrique, d'autres disent que c'est un homme qui a fait l'armée, et puis qui a eu des séquelles, et puis du coup il se promène toute la journée dans la forêt. On ne sait pas, clairement on ne sait pas, parce qu'on ne sait même pas qui se cache derrière ce masque à gaz. Moi je vois ça, perso, clairement je flippe, je sais pas quoi faire. Tu vois un mec qui passe comme ça cagoulé devant toi avec un masque à gaz noir et avec une blouse de chimiste en camouflage armé. Non mais les gars, sérieux. Bref, les journaux se sont bien évidemment emparés de l'affaire puisqu'il y a eu de plus en plus de témoignages et le journal Le Matin notamment a réussi à sortir vraiment pas mal d'articles sur ce mystérieux personnage et un jour on découvre que le mystérieux personnage lit les articles du journal Le Matin. Pourquoi? Parce qu'en fait un jour on découvre les affaires de ce mystérieux personnage dans la forêt, étalé par terre avec un mot dans un des vêtements. Et dans cette lettre, il y est indiqué tout simplement que le Loyon est navré de constater que le journal a réussi à assassiner un être inoffensif. Donc en fait, on ne sait pas s'il parle de lui-même, puisqu'il s'est donné la mort après, ou si tout simplement il fait référence à une autre personne. Donc dans tous les cas, il avait un problème avec le journal. Après avoir fait cette découverte, de nombreux témoignages sont arrivés à l'oreille de pas mal de journalistes et de presse, notamment un qui concerne un agriculteur qui a sa ferme juste à côté de la forêt en question et qui atteste l'avoir croisé vraiment de multiples fois et avoir constaté que ce mec effectivement il n'est pas dangereux, il fait que se balader, il s'arrête quand il vous voit, il vous regarde avec son masque à gaz noir et il arrête et il continue son chemin en fait. En soi il n'y a rien de méchant à part qu'il fait grave flipper peut-être, sauf une fois où l'agriculteur dit qu'il a grave flippé, il a croisé cette même personne quand il pleuvait et il se promenait non pas la tête haute comme il a l'habitude de le faire mais il avait la tête vers le sol avec son masque à gaz et il se promenait avec un bouquet de fleurs dans les mains. Donc effectivement il y a quand même des sacrés témoignages
témoignage sur cette personne. Malheureusement, on n'en saura jamais plus puisque cette personne est apparemment décédée. À ce jour, la seule chose qui nous reste, c'est ça. Ce sont ces quelques images et ces quelques témoignages. Parlons un peu sorcellerie. Alors je vais pas commencer à vous parler d'une femme qui vole sur son balai et puis qui a un chat noir juste derrière elle et qui commence à lancer des sorts maléfiques à tout le monde, tu vois. Mais par contre, je vais vous parler d'un vrai cas de sorcellerie, une personne qui a été pendue à cause de ça, et notamment avec plein d'autres personnes, mais ça vous allez le voir après. Et ce type de personne, ce type de domaine, moi je connais absolument rien. C'est-à-dire que je sais ce que c'est qu'une sorcière, mais ça s'arrête là. L'histoire en question se déroule au XVIe siècle et concerne une certaine Ursula Kemp, qui est sage-femme et guérisseuse à la base. Ursula Kemp naît à peu près en 1525 à Ossett en Angleterre, et depuis toujours, elle a un certain don. Elle a le don de guérir les gens. Alors là, comme beaucoup d'entre vous, je doute pas mal de ce genre de truc, parce que tant que j'ai pas de preuves, j'y crois pas. Je suis assez cartésien là-dessus. Par contre là, je sais qu'il y en a. Donc vous allez voir que vous allez être assez impressionné. Ursula Kemp, elle est clairement guérisseuse, parce que de nombreux voisins vont la voir lorsqu'ils ont des maladies. Tous les témoignages que j'ai vus prouvent que ça marche. Elle arrive à guérir les gens et du coup de nombreux voisins notamment vont vers elle, et parmi ces voisins il y en a 3, enfin 2 plutôt, et dont un qui est un parent très proche, qui ont témoigné et que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier témoignage, ça concerne sa voisine Grace Tardow. En fait, Grace, elle a un fils qui malheureusement tombe malade un jour et elle décide de demander l'aide à Ursula. Ursula accepte en échange d'une petite rémunération financière et elle aide son fils à guérir de la maladie. Le problème, c'est que quelques temps après, les deux amis commencent à avoir de grosses disputes, dont une qui va malheureusement déboucher sur la mort de son fils. Car effectivement, Ursula va décider de lancer un sort sur le fils qui n'a que quelques mois de Grace. Celui-ci va donc mourir quelques temps après en faisant une chute de son berceau et en se tordant le cou. Le deuxième témoignage concerne une autre voisine qui s'appelle Alice Leatherdale. Celle-ci a l'habitude de demander des services à Ursula, mais elle ne paye souvent pas ses services. Ursula, elle commence à en avoir marre et un jour elle croise la fille de Alice. Et elle commence à lui murmurer un truc à l'oreille dont on n'est toujours pas au courant aujourd'hui. On ne sait absolument pas ce qu'elle lui a dit. En tout cas, quelques temps après, sa fille, elle décède. Forcément, Alice, elle connaît Ursula et elle se dit que c'est elle la fautive et elle lui a forcément balancé un sort et elle va l'accuser de sorcellerie. Mais n'ayant aucune preuve contre elle, Ursula s'en sort. Le troisième et dernier témoignage, c'est celui d'un proche puisqu'il s'agit du fils d'Ursula, Thomas. Thomas annonce et avoue que sa mère, elle possède des génies familiers. Les génies familiers, c'est quoi? Les génies familiers, ce sont des entités ou des animaux, comme dans ce cas de figure, à qui on demande des conseils ou des services. Dans ce cas de figure, en l'occurrence, ces génies familiers, ce sont 2 chats, un noir et un gris, un crapaud noir et également un agneau. Et Thomas, il a dit qu'il a déjà vu sa mère nourrir ces animaux en question, donc les génies, avec de la bière et des gâteaux. Bon, ça va. Mais le côté glauque dans l'histoire, c'est que Ursula laissait ces animaux, donc ces génies, sucer son sang. Alors là, forcément, c'en est trop. Thomas, il raconte tout ça au juge. Le juge, il décide d'arrêter Ursula. Et Ursula va avoir une conversation un peu privée avec le juge en question. Et elle va avouer pas mal de choses. Notamment que ce qu'a dit Thomas est totalement vrai. Qu'elle a des génies familiers. Mais elle avoue également un truc que Thomas n'a pas dit. Qu'elle a ordonné à 2 de ces génies de tuer 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes, il y a le fils de Grace. Elle avoue également qu'elle est guérisseuse et donc qu'elle n'hésite pas à apporter ses services à ses voisins. Ça va. Après, elle fait un truc qui est totalement inattendu. Elle avoue connaître 12 autres sorcières et elle les dénonce. Donc ces 12 autres sorcières vont se faire arrêter et elles vont être jugées tout comme Ursula. Évidemment, vous voyez la fin arriver, les 12 personnes plus Ursula vont être pendues pour sorcellerie. L'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que quelques siècles après, un homme déterre 2 squelettes et il dit à tout le monde que ces 2 squelettes font partie de ces 12 ou 13 sorcières qui ont été arrêtées quelques siècles auparavant. Évidemment, par pur respect, il va les enterrer à nouveau et puis il va remettre un peu de la terre dessus, comme si de rien n'était, pour les laisser reposer en paix. Que dalle! Mais non, bah non, c'est un businessman cet homme. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement appeler tous ses voisins, les faire payer un ticket chacun et leur proposer de voir les 2 squelettes de sorcières, prétendues sorcières. Mais vous voyez le truc arriver puisque maintenant vous connaissez Ursula. Malheureusement, quelques temps après, cet homme est mort puisque un incendie de source inconnue s'est déclaré chez lui et lui, il était dans sa ferme au moment où c'est arrivé. Donc il est mort brûlé vif. La légende raconte effectivement que Ursula n'était pas contente de ce fameux business et qu'elle se serait vengée sur cet homme en brûlant sa ferme et lui avec. Après, si c'est vrai ou pas, à vous de me le dire. Alors voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. En tout cas moi, elles m'ont beaucoup plu. Et je les gardais en stock depuis un bon moment, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous les sortir et de vous les présenter. J'espère également que ce format vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez en voir d'autres. Comme ça, j'en ferai pas. Allez, peace. Perfect.